suspension, hein, donc on était dans la mécanique automobile du corps. On a quand même pu percevoir que, à cause du diaphragme ici, on pouvait aussi avoir en fait notre mécanique qui était en lien avec ce qui nous vient de l'extérieur. Hein. Et ce qui nous vient de l'extérieur, c'est notre ressenti, notre perception qui génère des émotions. Et ces émotions sont effectivement gérées par l'intermédiaire du diaphragme. Donc je l'ai fait de façon schématique, blocage inspiratoire, blocage expiratoire. Mais le centre des émotions, il n'est pas là. Le centre des émotions, il est là. Et donc, à l'intérieur de notre cerveau, il y a un tout petit truc de rien du tout qui déclenche tout le reste. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on regarde notre genou, quand on regarde notre épaule, etc. Hein? On a un cerveau qui est très très profond, qui est le cerveau archaïque, qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, qui est le cerveau de survie, hein, qui est le cerveau archaïque, ça veut dire ce que ça veut dire. Lui, il est assez basique, hein, c'est quand j'ai peur, je fuis, ou bien je me paralyse sur place pour plus qu'on me voie, ou bien j'attaque. Voilà. 3 réactions, il ne fait pas dans le compromis. On a le cerveau au-dessus, qui est un peu plus... Voilà. On appelle le cerveau limbique, c'est le centre des émotions. Et au-dessus, on a le cerveau pensant, le cortex, hein, celui qui nous permet d'avoir des pensées. Ok ? Ça, vous savez tout ça. Et à l'intérieur, on a une petite glande qui s'appelle l'amygdale cérébrale. Et alors, l'amygdale cérébrale, c'est le système d'alerte. On va faire imager. C'est-à-dire que dans les pays où il y a des tremblements de terre, etc., on a toujours des capteurs sismiques. D'accord ? Et les capteurs sismiques, c'est des petits capteurs qui, dès que ça tremble un tout petit chouïa dans la terre, ça fait gling, 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 gling. D'accord ? Et si ça arrive à un stade où vraiment ça fait très fort gling, 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 on fait un appel à la population en leur disant « planquez-vous ». Ben ça, c'est l'amygdale cérébrale. Ok ? Dès qu'on a une émotion, alors souvent c'est une peur, hein, mais une émotion forte, on va déclencher l'amygdale cérébrale. Et cette amygdale, en fait, elle va sélectionner les émotions en fonction de ce qu'on a déjà vécu, de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, etc. Donc en fonction de notre pensée, consciente et inconsciente. Ok ? Et alors, quand il y a un déclenchement de l'amygdale, qui est inconscient, hein, vous ne le sentez pas à l'intérieur de votre crâne, et bien en fait, le système neurosympathique, pas le système nerveux central, celui qui vous permet les commandes volontaires, mais le système nerveux autonome, hein, sympathique, orthosympathique, parasympathique, se met en route. C'est pour ça qu'on a des transpirations. C'est pour ça qu'on va avoir des rougeurs. C'est pour ça qu'on va avoir mal au ventre. C'est pour ça toutes les réactions qu'on ne contrôle pas, qui sont du système en fait para- et orthosympathique, qui se mettent en route. Parce que l'amygdale cérébrale a créé un déclenchement de ce système. Et pendant qu'elle a déclenché le système, elle a coupé le cortex. Mais coupé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus capable de penser. Quand vous avez peur, vous ne pensez plus. Hein. Vous ne faites pas une dissertation sur le sens de la vie quand vous avez peur. Hein. Ok ? Et vous ne pouvez plus penser. C'est des fois, on se dit, même quand on a un accident de voiture, ou qu'on a un choc, ou qu'on a un truc comme ça, on n'est plus dans le conscient. On ne sait plus ce qui s'est passé. Le cerveau a été coupé. Le cerveau, cortex. Ok ? Coupé complètement. Et en fait, ce mécanisme-là va déclencher le médiateur de la peur qu'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est
ça vient imprégner totalement notre système musculaire. Ce qui nous permet de nous crisper, de nous figer, qu'on ne nous voit plus, qui nous permet d'avoir assez de force pour sauter sur l'adversaire et lui faire la peau, ou pour avoir assez de force dans nos muscles pour détaler le plus vite possible. On a cette imprégnation hormonale qui est dans notre cerveau, qui est déclenchée par notre cerveau archaïque, comme il y a très 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 longtemps. On a ça en nous. Mais nous, on est des personnes policées, enseignées, des animaux sociaux. Et donc, on n'étrit plus son voisin, on ne part plus en courant dès qu'on nous dit un truc qui nous fait peur, sinon, voilà, il y a plein d'endroits où vers les gens partir. Et on n'est pas non plus en train de se planquer et de plus bouger. Donc, en fait, le corps s'imprègne d'adrénaline, mais au final, il ne se passe rien. Mais cette adrénaline, elle est bien présente dans nos muscles. Et donc, elle crée une crispation qui vient se rajouter à ce qu'on a vu sur le rétrécissement musculaire causé par l'encrassement, ce dont je vous ai parlé, et le raccourcissement musculaire causé par le vieillissement, le fait que le corps est adepte de la loi du moindre effort. Donc, ça se rajoute. Ce qui veut dire que les personnes qui sont en permanence en background derrière elles, ici, dans leur inconscient, avec des peurs, vont en permanence activer ce système d'adrénaline. Et donc, on peut très bien avoir des schémas de peur qui sont imprégnés dans nos chaînes musculaires et qu'on se trimballe toute sa vie. Et ça entraîne des tensions dans les épaules, des tensions dans la nuque, des tensions dans le dos, et une augmentation du travail de cette suspension hydropneumatique antérieure qu'on a vue, juste parce qu'il y a cette peur inconsciente. Et de par le fait qu'on est des humains, qu'on était dans le ventre de notre maman et qu'on a été foutus à la porte et qu'on s'est retrouvés dans un monde a priori qui pouvait nous faire peur, il n'y a pas beaucoup d'humains qui ne sont pas en proie avec la peur du rejet, avec la peur de l'abandon, avec la peur de la souffrance, avec la peur de la mort, on a tous des peurs qui se promènent là-dedans, dans notre inconscient. Et ça fait partie de notre job d'humain, de vivre ces émotions et d'arriver à les transcender et à les faire évoluer. Parce que voilà, tout ça c'est naturel. Mais il faut savoir aussi que ça a un impact sur notre corps, donc on ne peut pas le nier. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas non plus tout expliquer par la mécanique. Il n'y a pas que la mécanique. Et donc quand on met en tension une chaîne musculaire, etc., parce que je vous parlais d'un problème d'épaule, donc on est comme ça, on va chercher à ouvrir, voilà, et qu'est-ce qu'on sent? On sent que ça résiste, on sent que ça... Wow, on sent que ça ne veut pas, quoi. Et on sent que c'est toute la peur de lâcher quelque chose. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui se sont penchés sur la symbolique du corps, sur l'expression de l'émotion dans le geste et dans le mouvement. Et il faut savoir que toute émotion qui n'a pas été vécue, et on passe notre temps, nous, en tant qu'animaux policés, à ne pas vivre nos émotions, toute émotion qui n'a pas été vécue, c'est le corps qui le gère. Tout le temps. Et c'est vrai qu'on a en fait souvent tendance, quand on a une émotion, à pas accepter de la vivre. Alors que le seul moyen de libérer l'émotion, c'est d'accepter pleinement de la vivre. On a souvent tendance à vivre, en fait, pour pas vivre l'émotion, et ça c'est inconscient, on va repousser ce qui nous génère l'émotion à l'extérieur de nous, soit en accusant les autres, en disant les gens qui sont comme ci, les gens qui sont comme ça, ou lui il est méchant, ou lui il m'a fait ça, etc. On va aussi vivre l'émotion, par exemple les gens qui ont un sentiment de rejet, voilà, qui revivent d'être rejetés par des amis, dans les couples, etc. On revit jusqu'à ce que l'émotion soit vécue. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Ils vont plutôt pleurer le fait qu'ils sont encore une fois rejetés. Donc ils vont plutôt pleurer l'impuissance et la rage qu'ils ont envers la vie, qu'ils sont encore victimes
Parce que c'est plus facile de vivre ça que d'aller vivre vraiment le sentiment d'être rejeté, de se retrouver comme une pauvre crotte là sur le bord du trottoir, de le sentiment d'être rien du tout. Ça, les gens ne veulent pas le connecter, ça. Alors que c'est ça qui permet au corps de se libérer. Parce que tant qu'on n'a pas vécu cette émotion-là, c'est le corps qui le vit pour nous. Ok ? Ça, c'est un point important. Et alors, on n'a pas besoin de thérapeute, on n'a pas besoin de tout un tas de trucs pour... il suffit juste de prendre conscience de cette mécanique émotionnelle. Hein. Et ça, je veux prendre un petit peu de temps pour vous l'expliquer, parce que je pense que ça peut beaucoup aider votre corps si vous faites le boulot à sa place. Parce que votre corps est victime du fait que, parfois, vous ne vivez pas l'émotion. Et c'est vrai qu'on est dans des sociétés où vivre l'émotion n'est pas forcément très bien vu. Oui. Hein? Alors on va se sentir grand et fort, hein? Ou alors on va se mettre à douter et à s'écraser complètement. Et donc c'est le corps qui va gérer, puisque nous, on n'a pas réussi à vivre vraiment dans ces tripes. C'est dans les tripes qu'on le vit, ça. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Je pense que là, il y a encore, sociologiquement parlant, une différence entre hommes et femmes, non ? Non. Non, je veux dire dans la sociologie, je veux dire dans la manière d'être dans la vie. En tant qu'homme, on nous a plutôt... À être fort ? Oui, voilà. Oui, mais les femmes vont parler leurs émotions. Elles vont penser leurs émotions. Elles vont discuter leurs émotions. Elles ne vont pas la vivre non plus. Hein, c'est la même fuite. Dans le sens que l'homme va mettre à distance l'émotion. Hein, il ne va pas avoir envie d'y plonger. Il va plutôt essayer de chercher tout de suite une solution pour ne pas avoir cette émotion. Hein. Tandis que la femme, elle ne va pas la vivre non plus, l'émotion. Elle va vivre la peur de l'émotion, mais l'émotion en elle-même, elle ne va pas la vivre, et elle va la raconter, elle va la parler, elle va la penser, elle va la cérébraliser, voilà. Mais elle ne sera pas vécue quand même, l'émotion. Si on prend une ligne de vie, ici, voilà, ça c'est la naissance. Okay ? Ici, on va être à l'âge de 3 ans. À 3 ans, il y a une petite fille qui est dans la maison avec son papa et sa maman. Et elle sent bien qu'il y a une drôle d'ambiance. C'est un peu pesant. Il y a quelque chose qui... C'est pas comme d'habitude, c'est lourd. C'est même un peu électrique. Ouais. Elle comprend bien qu'il y a un truc entre papa et maman. Il s'est passé quelque chose. Elle ne sait pas quoi. Alors, du haut de ses 3 ans, elle va dans la cuisine. Puis elle voit maman qui est en train de faire la vaisselle. Puis maman, elle se contient. On sent que voilà, elle fait la vaisselle, mais elle a les larmes juste au bord des yeux. Elle est crispée, elle est dans sa tension. Voilà, elle essaye de faire quand même, mais c'est difficile. Et la petite fille, elle sent bien que sa maman, ça va pas fort, quoi. Et elle a qu'une envie, c'est de l'aider, quoi. Elle a 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire, ma maman, elle est en train de faire la vaisselle. Donc, par exemple, elle dit, je vais attraper le torchon et puis je vais essayer d'aider, quoi, de montrer que... voilà. Alors, elle tire sur le torchon, puis en même temps, elle dit, maman, maman, c'est juste pas possible, quoi. Elle peut pas entendre ça maintenant, quoi. Elle est là, quoi. Elle a juste envie, c'est de pleurer et d'éclater, quoi. Et donc, elle se retourne, ah non, pas maintenant, c'est pas le moment, Et voilà. Et alors là, ça part en vrille. Et alors, la petite, qu'est-ce qu'elle retient ? Elle retient un peu... Elle n'est pas capable de soulager ce qu'elle aime, par exemple. Okay ? Et donc, là, il y a une décharge émotionnelle. Si on mettait cette décharge émotionnelle en unités, par exemple, il y a 50 000 unités de charge émotionnelle qui lui tombent dessus. Okay ? La petite, elle est dévastée. Elle se sent vraiment rejetée, elle se sent incapable, dans une impuissance dingue, etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller dans sa chambre et elle va faire comme tous les enfants qui pleurent. Elle va se mettre sur son lit avec son nounours et elle va pleurer tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut. Mais elle a un système nerveux qui est celui d'une enfant de 3 ans. Et si jamais il y a 50 000 unités de tension émotionnelle qui traversent le système nerveux de cet enfant, la douleur est tellement grande qu'elle va être déchirée. Elle va en mourir sur place.
Donc, c'est pas possible. Son système nerveux d'enfant de 3 ans, et grâce à son nounours, ça va lui permettre de gérer 20 000 unités. Elle va avoir géré 20 000 unités. D'accord? Et oui, il reste 30 000 unités. Ces 30 000 unités, c'est un peu comme si, en fait, ça avait été stocké dans un condensateur. C'est une espèce de batterie qu'on a posée là. Et on sait que la petite, elle a 30 000 unités à gérer. Et donc, il y a un panneau ici. Voilà, c'est ancré. Il y a un panneau ici, 30 000 unités à gérer. Elle a pu en gérer 20 000, et le fait de gérer 20 000 et de stocker 30 000, ça va lui permettre de continuer à vivre. Ça va passer. C'était anodin, c'était pas grand-chose comme situation. Et puis elle va arriver à l'âge de 12 ans. Et alors à l'âge de 12 ans, elle est dans sa classe avec ses professeurs, son prof d'histoire par exemple, et puis elle va essayer de faire de son mieux, encore une fois, pour répondre à la question du professeur, etc. Et le professeur, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête ce jour-là, mais toujours est-il qu'il va être un peu désagréable avec cet enfant, et il va lui faire comprendre que c'est pas ce qu'il attendait, et que de toute façon, elle n'est pas à la hauteur pour répondre correctement à la question, donc elle ne convient pas, encore une fois. Elle ne convient pas. Okay ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, la vie lui a représenté une situation similaire pour ressentir la même émotion que celle qu'elle a sentie là. Et là, il y a deux possibilités. Soit ce sentiment de rejet et ce sentiment d'impuissance, cette émotion d'être vraiment, de se sentir mais rejetée, de se sentir rien, vraiment. Soit elle le vit avec ses tripes, donc elle vit l'émotion, émotion vécue. Et qu'est-ce qui se passe quand elle vit l'émotion avec son système nerveux de ses 12 ans ? Eh bien, elle va purger une partie de ce qu'il y a dans la batterie qui est coincée à 3 ans. D'accord ? Et si elle prend une autre attitude et qu'elle refuse l'émotion, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va dire « Oui, ce prof, c'est un imbécile, de toute façon, personne ne l'aime, et puis moi, j'en ai rien à foutre. » Donc, en fait, elle va rejeter l'émotion à l'extérieur d'elle. Ok ? Et donc, dans le meilleur des cas, elle reste avec ses 30 000 à gérer. Dans le pire des cas, elle se reprend 10 000 en plus. Ça va ? Et comme la vie, elle est vachement sympa, parce que tout ça, c'est enfoui dans la partie inconsciente de la petite fille, donc avec ses pensées, ça va construire qui elle est, ça va construire sa personnalité, en fait. Et donc, avec ses pensées, avec ses choix, avec ses machins, etc., elle va encore une fois se retrouver dans une situation où elle aura l'opportunité de purger cette charge émotionnelle qui est là. Et notre vie, c'est que ça. Et nous, on passe notre temps à aller dans le sens de l'émotion refusée. Et pourquoi on peut se permettre ce luxe ? Parce que pendant tout ce temps-là, c'est votre suspension hydropneumatique et donc votre corps qui s'encaisse les 30 000 et les 10 000 et les machins et les unités supplémentaires. C'est votre corps qui prend ça en charge. Donc si vous voulez aider votre corps, indépendamment du fait que maintenant vous comprenez la mécanique, etc., vous n'avez pas d'autre option
que de recommencer à vivre vos émotions pleinement, avec vos tripes. Alors, vous n'êtes pas obligé de les vivre devant tout le monde, c'est pas le but. Mais prenez un temps pour vous, hein, quand il y a quelque chose qui, waouh, je sais pas, non, vous avez un projet, vous avez mis en place quelque chose, vous avez fondé des espoirs sur quelque chose, et d'un seul coup, on vous dit, bah non, finalement, ça va pas être possible. Ça, c'est fréquent dans notre vie. C'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. Ça n'empêche que c'est quand même une émotion de déception. Mais nous, on dit, ouais, bon, si c'est pas ça, ce sera autre chose. Non, la déception, elle est là. Et c'est votre corps qui fait, moi, je ne serai pas déçu. Ok? Tandis que, ok, qu'est-ce que j'entends de cette situation? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Et si vous avez l'honnêteté d'écouter l'émotion qu'il y a là-dessous, vous pouvez vous isoler et sentir à quel point vous êtes déçu. Et que ce n'est pas la première fois que vous êtes déçu. Et la déception, ça vous arrache les tripes. Ça vous mine. La déception, c'est horrible comment ça vous fait la déception. Et vous allez pleurer la déception. Et vous allez vivre cette déception. Ok? Et derrière cette charge émotionnelle que vous êtes en train de dissoudre, hein, et ben, qu'est-ce qu'on va retrouver? On aura toujours un cadeau. On aura toujours une meilleure connaissance de soi. On aura toujours quelque chose qui va s'apaiser en nous, quelque chose qui va se détendre. Hein? Et on va souvent avoir un message intéressant que finalement, ah, bon, ok, bah peut-être que finalement, maintenant que ça s'est apaisé en moi, hein, et ben, c'est pas plus mal parce que ça me permet de comprendre que le projet que j'avais, je peux l'affiner, le proposer différemment, modifier quelque chose, parce que là, finalement, j'étais, ok, je vais plutôt partir vers ça. Et plutôt que de finir par dire c'est tous des imbéciles, ou la vie c'est compliqué, ou je suis sur un échec, j'ai monté ma société, j'ai pas réussi, donc je ne suis pas capable de monter des sociétés, en faisant ce travail-là, eh ben vous repartirez dans votre vie sur autre chose, beaucoup plus légèrement. Et ça passe par le fait d'avoir vécu l'émotion. Et c'est l'amygdale cérébrale, hein, cette petite glande-là, qui va, si vous vous mettez à son écoute, hein, c'est quoi l'écoute de l'amygdale cérébrale? C'est l'écoute du système ortho- et parasympathique. C'est-à-dire que si vous sentez que ça serre un peu là, si vous sentez que ça rougit un peu ici, si vous sentez que ça se crispe un peu là, si vous sentez que les jambes elles font un peu comme ça, si vous sentez des tout petits signaux comme ça, au début parce que vous avez tellement repoussé ça que vous ne les sentez plus, mais si vous arrivez à sentir ces tout petits signaux, c'est que votre amygdale, elle vous dit attention, il y a une émotion là. Là, il y a des unités à aller purger. Et c'est ça le travail sur soi, c'est pas autre chose. C'est juste ça. Être à l'écoute de ce qui se passe en soi. C'est, quelque part, c'est notre cœur, hein, c'est nos tripes. Ok? Et ça, c'est important parce qu'en fait, tout ce système d'hypertonie musculaire gère les unités que vous refusez de vivre, que vous refusez de foutre à la porte. Hein. Et donc, en fait, le corps, il va enquister ça dans ce qu'on appelle des mécanismes de défense et des mécanismes antalgiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tout le système va faire en sorte que ce qui vous fait du mal ne reste pas bloqué au même endroit. Le corps a un système de gestion des mécanismes de crise en mettant de la dilution. C'est-à-dire qu'il va répandre le blocage, il va répandre le problème pour que ce soit moins important. Le corps préfère qu'il y ait un tout petit peu de tous les endroits touchés plutôt qu'un seul endroit grandement touché. Il va répartir la charge. D'accord ? Donc c'est pour ça que si on a un blocage émotionnel, une difficulté à lâcher sur quelque chose, etc., on ne va pas avoir juste le bras qui est comme ça dans la symbolique. C'est tout le corps qui va être pris par la gestion émotionnelle. Donc dès qu'il y a une agression, qu'elle soit physique ou émotionnelle, quelle qu'elle soit, si vous
si vous avez une chirurgie d'un poignet, ou si vous avez une coupure, ou si vous avez un choc ou quelque chose. Hein. Toute agression va passer par la phase de dilution. Hein. On va toucher toutes les chaînes musculaires. Ça va être enfoui, aussi bien dans la chaîne musculaire que dans le cerveau. Hein. On va en perdre la mémoire. Ça va se fixer, parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Hein. Donc on va fixer, et après on va éviter. Et après, ça va créer un nouveau schéma moteur. C'est pour ça que l'épaule, on peut la lever jusque là, c'est normal. D'accord ? Et puis, il y a des personnes qui viennent en soins, et puis je leur dis, levez le bras. Ils lèvent là. Vous êtes au max ? Ouais. Mais vous êtes sûr, vous êtes au max ? Ouais. Moi, je peux monter encore un peu comme ça, quoi. Voilà. Et entre ça qui est naturel et ça, c'est pas qu'ils peuvent pas aller plus loin, c'est que le schéma moteur, il va pas plus loin. On ne sait plus faire certains mouvements parce qu'il y a eu besoin d'occulter quelque chose. Et donc le schéma moteur, vous avez l'impression que votre schéma moteur, il est comme quand vous étiez petit, sauf que évidemment, on ne parle pas du fait que vous pouvez moins courir vite ou moins vous pencher, etc. Mais votre schéma moteur, il s'adapte à tout ce que vous avez été obligé de mettre en place pour gérer les unités perdues. Ok ? Donc, votre schéma moteur change parfois parce que vous avez mal, mais parfois parce que votre schéma moteur est obligé de changer. Dans votre cerveau, ça change. Pigé ? Afin d'éviter le contact avec les situations vécues comme désagréables, oui. Pas forcément, ça peut être une adaptation, c'est-à-dire que, c'est ce que je dis, il y a une dilution, c'est ça le piège en fait. C'est que comme il y a une dilution, on ne sait jamais d'où ça vient. Oui. Tout ce qu'on sait, c'est que, je le vois sur les ballons, hein, par exemple, je vais demander un mouvement comme ceci, voilà, et alors je vais demander, mais allez plus loin, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et alors ça se fait, mais il faut dire que c'est possible, allez-y. Parce que sinon, ah non, ça n'existait plus dans mon champ de vie en fait. C'est-à-dire que ça c'est sorti, hein, si je reprends ici, il y a beaucoup de parties de votre schéma moteur, en fait, qui sont sorties de ce champ. Vous n'en avez plus conscience. Donc vous n'avez plus conscience de certaines parties de votre corps. Vous n'avez plus conscience de certains mouvements. Et aider son corps, hein, c'est reprendre conscience le plus possible de tout ce qu'il est capable de faire, dans tous les sens. C'est le problème de tout ce qui est aussi des travails de psychomotricité. Hein. Quand je fais travailler, par exemple, là, on va mettre les bras sur le côté, puis on va mettre les bras devant, puis on va mettre ici, d'accord ? Puis on va accélérer, bon, jusque-là, ça va. Puis après, on va dire, bon, on va faire ça, puis devant, puis en haut, puis côté, puis devant, puis en haut, puis on va accélérer. Et en même temps qu'on va faire côté, devant, en haut avec les bras, on va faire droite et gauche avec les fesses. Et tout ça, ça doit pouvoir fonctionner harmonieusement, parce que le corps est capable de toutes ces possibilités-là, d'accord ? Et si vous avez perdu le sens, si vous avez perdu dans votre champ conscient toutes ces capacités corporelles, elles sont perdues, jusqu'à ce que vous les réappreniez. Elles étaient innées. Mais là, vous allez devoir passer par une phase de réapprentissage. D'accord ? Et ce qui est intéressant, hein, ça c'est un peu ce que j'ai découvert récemment, ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est que finalement, pour enterrer nos émotions perdues, le corps s'est rigidifié, figé, torturé, adapté. Mais quand on le libère, quand on utilise la pratique corporelle, quand on utilise la danse, quand on utilise l'émotion que la musique fait vibrer en nous, et qu'on recrée du mouvement avec ça, eh bien on s'aperçoit que ça permet de dégager une partie des charges émotionnelles qui étaient coincées. Sauf que là, on le fait dans quelque chose de léger, on le fait dans la vie. On vit la vie, en fait, au lieu de la penser. Et l'émotion se fait. Ça va ? Alors ça, c'est une
phrase d'un élève de Mézières, je vous l'ai mise comme ça. C'est Souchard. Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'avais fait la formation de Philippe-Emmanuel Souchard. Dans le domaine physique, comme dans le domaine psychique, les réflexes antalgiques, donc pour éliminer la douleur, aboutissent donc à des lésions invalidantes sans aucune commune mesure avec l'agression primaire. Hein, c'est ce que je disais. L'homme est donc victime à la longue de sa propre réaction contre le néant. Tel un enfant prisonnier de ses mensonges et de son entêtement, il ne peut dénouer seul les chevaux de ses comportements contradictoires physiques et psychiques liés à ses mécanismes de défense. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a un moment donné où on a besoin d'avoir un regard extérieur. Alors ça peut être le rôle d'un thérapeute, mais ça peut être aussi le rôle de toute personne qui est en relation avec nous. Et moi, c'est ça que je préfère. Hein. Ce que j'aime pas dans la notion de thérapeute, c'est... on est dans la dualité. Hein, donc, pour que le blanc existe, il faut qu'il y ait le noir. Pour qu'il y ait du chaud, il faut qu'il y ait du froid. Cette dualité, elle est nécessaire, sinon on ne peut pas sentir. Hein. Si on était dans un tout où il y a à la fois au même endroit le chaud et le froid, on ne pourrait jamais se brûler, puisqu'il y a le chaud et le froid au même endroit. Donc, on est obligé de dissocier les deux. C'est pour ça que la matière est duale. D'accord ? Et on vit dans la dualité pour pouvoir expérimenter. Sinon, on ne pourrait pas expérimenter, tout serait déjà là. Ok ? Et donc, en fait, quand on va pour la guérison, hein, c'est la même pièce, en fait. Hein, si on sort la pièce avec ce qu'il y a sur une face guérison, bah, de l'autre côté, on a fatalement maladie. Parce qu'on ne peut pas envisager la guérison si on n'a pas la notion de la maladie. Donc, si on est focus tout le temps sur la notion de guérir, ça veut dire que fatalement, on est tout le temps focus sur la notion de maladie, d'être malade. Donc, c'est pour ça que je ne considère pas mon travail comme un travail de guérison, comme un travail de thérapie, mais comme un travail d'accompagnement de la vie. D'accord ? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, à chaque fois qu'on vit, tout bêtement, hein, qu'on rencontre quelqu'un, qu'on vit une expérience, qu'on partage dans un groupe, etc., on va avoir un effet miroir. Parce qu'en fonction de comment ça se passe à l'extérieur, on va pouvoir percevoir comment on se sent à l'intérieur. Et si on est bien dans comment je me sens à l'intérieur et qu'on le vit, qu'on vit sa vie à chaque instant, plutôt que de la penser ou de la rejeter en disant c'est pas ce que je veux vivre, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent en nous, naturellement. Il y a beaucoup de compréhensions qui se font. Si je danse sur un ballon, que j'écoute la musique et que je me laisse porter, à un moment donné, mon bras, il va y aller. Sans que je sois obligée d'émettre mon conscient. Et ça va être gai. Et là, je ne vais pas faire de la gym, je ne vais pas faire du sport, je ne vais pas faire de la thérapie, je vais juste poser mes fesses sur un ballon et danser la vie. Et ça, vous avez besoin de personne pour le faire. Juste de comprendre la mécanique. Ça va ? Voilà. Bon, les conséquences articulaires. Je vous ai dit que c'était les mal-aimés du système. Hein. On va aller vite parce que c'est les mal-aimés du système. Hein. Donc, elles sont ce que vous ressentez au quotidien, mais elles ne sont que des conséquences, jamais des causes. Vos articulations sont victimes, pas votre corps. Vous comprenez ? Ok ? Donc le corps, il a été hyper sympa. Il s'est dit, je suis obligé de ratatiner mes articulations pour faire fonctionner le système. Donc, je vais donner à mes articulations un mécanisme qui va leur permettre de supporter tout ça. Ce mécanisme, il est très simple. Les liaisons mécaniques, ça c'est pour vous embêter un peu. C'est toutes les techniques que le corps utilise pour faire fonctionner les articulations. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, il y a tout. La mécanique appliquée au corps, on est en plein dedans. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'articulation, qui est une liaison mécanique, en fait, va devoir supporter différentes forces. Hein. Voilà.
Donc quand on s'intéresse à la biomécanique musculaire, on fait de la physique, hein, on étudie les moments de force appliqués aux muscles. Et donc on s'aperçoit que pour que... Vous voyez, là ça c'est l'articulation. Hein. Moi, c'est le muscle, il passe ici au-dessus et je veux plier mon coude ici. D'accord? Donc on s'aperçoit que pour pouvoir, quand le muscle se contracte, hein, la force F, c'est la contraction du muscle. Quand mon muscle se contracte, vous vous souvenez, il se contracte, et ben, il va y avoir une petite force qui va générer le mouvement et une grande force qui va augmenter la cohésion de l'articulation. Et s'il n'y avait pas ça, vous avez fait de la mécanique, s'il n'y avait pas ça, à chaque fois qu'on bougerait quelque chose, notre corps il se disloquerait. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ce n'est pas vos ligaments qui tiennent les articulations. Hein. Il y a des vides d'air à l'intérieur, il y a une congruence aussi. Et il y a aussi tout ce schéma de force et de congruence musculaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un mouvement, pour que le mouvement se fasse, il faut que l'articulation soit sous pression. Donc, le simple fait de bouger met de la pression sur vos articulations. Ce n'est pas un problème de poids, très peu. Le poids, le surpoids sur les genoux, sur les hanches, ça joue, mais très peu, par rapport à toute la tension que vous mettez sur vos articulations à chaque mouvement. C'est pour ça que les mouvements raidissent. Okay, ça, c'est les chaînes musculaires. Hein, donc, on a vu qu'évidemment, il y avait plusieurs muscles qui faisaient bouger nos articulations. Donc, ça veut dire que sur une articulation, viennent s'appliquer les forces d'écrasement de différents muscles. Donc, ce que nos articulations subissent à longueur de journée, c'est des tonnes et des tonnes. Donc, quand on bouge, alors quand on fait des sports, les muscles se contractent, quand on fait du jardinage, quand on fait COB, c'est quand on bouge, c'est tout le temps. Des fois, je dis aux gens, vous savez, vous devriez faire une activité qui vous étire. Hein, une activité comme du stretching ou quelque chose. Ah bah oui, je vais aller nager. Non, la natation n'a jamais été un sport doux. Parce qu'à chaque fois que vous poussez avec la résistance de l'eau, vous développez une force qui vient comprimer et tasser vos articulations. Ok? C'est pas parce que vous n'avez pas les pieds sur terre et que vous baignez dans un liquide que la pression du muscle ne s'applique pas. Ok? Donc quand on comprime, quand on bouge, on comprime toutes les articulations de son corps et au bout d'un certain temps, toutes ces pressions génèrent des douleurs. Et alors, la douleur est causée par une pression trop élevée dans l'articulation. Et on va comprendre pourquoi. Donc si vous avez une articulation qui est moche à la radio, mais qui n'a pas d'hyperpression à l'intérieur, ça fait pas mal. Pour soulager, il faut faire machine arrière, c'est l'étirement. Et pour prévenir, il faut s'étirer après chaque activité. Donc après la piscine, on fait du stretching. Après le jardinage, on fait du stretching. Après 2 heures de conduite en voiture, on fait du stretching. Le matin au réveil, on fait du stretching pour préparer sa journée. Le soir, on fait du stretching pour effacer les tensions de la journée. C'est pour ça qu'il y en a qu'un jour, ils ont inventé le yoga, hein, entre autres. C'est un exercice de santé par excellence. Juste pour... est-ce que vous pouvez nous montrer l'un ou l'autre mouvement de stretching? Non. Parce que... Non, c'est pas... Désolée, hein, mais le protocole complet pour étirer toutes les chaînes musculaires, une fois qu'on le connaît bien, c'est 25 minutes. Et si je vous montre juste un exercice, ça va vous servir à rien. Et en plus, il faut apprendre à bien placer son articulation, bien placer son dos pour pouvoir éviter de se faire mal et de rajouter de la tension et de la pression. Il y a un vrai apprentissage pour aider son corps. Et tant qu'on est dans une hyperpression abdominale, tant qu'on est dans des blocages diaphragmatiques sérieux, on ne peut pas faire soi-même les exercices parce qu'on a été trop loin dans le déséquilibre et là on risque de se faire mal à nouveau. C'est pour ça que les étirements, on les fait ensemble en ce moment. Ça va? Okay. Alors vous allez me dire, je ne vais plus bouger, hein, comme ça je ne comprimerai plus mes articulations. Manque de chance, quand on ne bouge pas, ça se comprime toujours. Pourquoi? Parce que les muscles, pour pouvoir faire bouger vos articulations, les muscles ils passent en pont au-dessus de l'articulation.
Si j'ai un muscle qui va de là à là, il ne fera jamais rien dans ma journée. Il doit passer au-dessus de mon coude pour que je puisse plier. D'accord? Donc, on a vu qu'avec la prise d'âge, avec l'encrassement, avec les émotions qu'on n'a pas gérées, avec les peurs, avec tout ça, le muscle s'enraidit. Et l'enraidissement du muscle fait qu'il se raccourcit. Et donc, comme il se raccourcit, il augmente sa pression sur les articulations. Donc, si vous vieillissez, que vous vous encrassez et que vous ne bougez pas, vous augmentez la pression sur vos articulations. Et dans ce cas de figure-là, si en plus vous bougez, vous vous mettez double dose. C'est comme ça qu'on me dit « Ah, j'ai été faire un tour, je ne sais pas où, j'ai été faire du sport, et là, je me suis fait mal. » Non, c'était déjà mal, mais vous avez pu prendre conscience que ça allait vraiment pas bien, parce que vous avez augmenté le mouvement. Mais c'est pas parce que vous avez été faire du sport, ou que vous avez marché, ou que vous avez eu mal. Ça n'a fait que amplifier, que montrer que votre corps était déjà vachement raide et que vos articulations elles étaient déjà soumises à pression. Et qu'il aurait déjà fallu faire du stretching à ce moment-là. Ça va? Alors, quand on ne boit pas assez aussi, parce que la substance liquide dans laquelle baignent les cellules, quand on ne boit pas assez, elle se transforme en tissu un peu... ça devient du gel en fait. Ça se déshydrate. Donc ça enraidit les muscles. C'est pour ça que je vous avais mis plein d'eau. Il faut picoler à longueur de journée. Ok ? Voilà. Alors pourquoi les muscles secrets ? Ça on a déjà vu, mais je l'avais remis. C'est un truc que je veux vous dire, c'est que quand vous avez envie de faire pipi, vous n'êtes pas « ouais, j'ai envie de faire pipi ». Non, vous avez envie de faire pipi, vous êtes comme ça, quoi. D'accord ? Ce qui veut bien dire qu'il y a plein de choses qui, objectivement, se marquent dans votre corps. La seule différence, c'est qu'il y a des événements ponctuels et puis des événements chroniques. Parce que vous nous rappelez, ou à moi, pourquoi faire pipi et il a besoin urgent en problème de respiration. Par rapport à la respiration, comment ça ? Mais en dyspnée, en mouvement, et vous êtes... Non, il y a deux choses différentes. C'est qu'on peut avoir besoin, si on a par exemple tendance à faire des œdèmes au niveau du poumon ou avoir trop d'eau dans le corps, ça peut empêcher la mécanique respiratoire. Donc là, dans ces cas-là, on va essayer d'éliminer l'eau le plus possible. Et ça, c'est un autre mécanisme. C'est quand on fait de la rétention d'eau, qu'on a des reins qui ne fonctionnent pas assez bien. Et ça peut... En fait, il y a de l'eau qui est stockée dans les jambes, mais stockée dans le ventre, stockée aussi autour du cœur, stockée dans les poumons, etc. Mais moi, j'avais compris qu'au début, après une demi-heure, vous avez parlé d'une interaction... Oui, il y a une interaction entre le diaphragme, ses insertions et l'arcade du rein. Ouais. Donc, des fois, quand on déspasme le diaphragme, on libère la mobilité du rein, qui lui aussi est soumis à mobilité. Et le fait de libérer la mobilité du rein, sa fonction peut reprendre. Et donc ce n'est pas ce que vous avez expliqué maintenant. Non, c'est deux choses différentes. Merci. Voilà. Alors, comment le corps essaye d'améliorer la situation ? Donc là, on a une articulation qui est saine. Ok ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginez, donc il y a trop de pression ici sur l'articulation. Donc, en fait, comme il y a trop de pression, il va falloir remplir l'espace entre les deux os par de l'eau. Vérin hydraulique. Ça existe en mécanique. Quand on a quelque chose qui se rapproche, on a la possibilité de remplir d'eau parce que l'eau a une résistance. Et l'eau, donc, fait en sorte que ça ne puisse pas se toucher. D'accord ? Et donc, le corps, il va dire à la synoviale, c'est-à-dire à la membrane qui est à l'intérieur de l'articulation, il va lui dire « cocotte, c'est le moment », et elle va se mettre à sécréter de la synovie. La synovie, c'est de l'eau, c'est pas autre chose. Okay ? Et donc, l'articulation va se remplir d'eau, hydarthrose, que ça s'appelle chez les grands. Ça va se remplir d'eau,
pour faire un vérin hydraulique, pour éviter que ces deux surfaces se rapprochent trop, parce qu'il y a trop de pression au-dessus. D'accord? Et alors, il y a un autre mécanisme. Si j'ai une certaine surface, et que j'ai une certaine surface, et que là, je mets une pression très importante sur la même surface, je vais avoir une pression par millimètre carré, une pression X. D'accord? Si je maintiens la même pression, mais que j'agrandis la surface, il y a la même pression, mais la surface est plus grande. Donc, je vais avoir une pression plus faible au millimètre carré. D'accord? Ça s'appelle la répartition de pression. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il dit aux os, « Et les cocos, c'est le moment de pousser !» Et alors, les os, ils se mettent à pousser, parce qu'on fabrique et on détruit de l'os en permanence. Et alors, on fabrique de l'os. Et donc, la surface de l'articulation, elle va s'étaler comme ça. Et donc, on aura plus de surface pour gérer la pression qui arrive. Et alors, quand on a de l'hydarthrose, de l'eau dans l'articulation, et qu'on a des ostéophytes, on a ce qu'on appelle de l'arthrose. L'arthrose est le mécanisme qui permet à vos articulations de gérer la pression. Ça n'a jamais été une maladie. Alors quand on dit j'ai de l'arthrose, ma bonne dame, on ne peut rien faire. Bah si, on retire la pression, tout simplement. L'arthrose, je l'ai mis en rouge ici, l'arthrose n'est pas une maladie. L'arthrose, ce n'est pas héréditaire. L'arthrose, ce n'est pas une obligation. L'arthrose ne fait que vous indiquer qu'à cet endroit-là, votre corps est en train de se prémunir contre une hyperpression. Il y a trop de pression là, depuis un certain temps. Ok? Donc, il faut faire lâcher la pression. Alors, on a vu toute la mécanique. Vous avez pigé un peu l'impact des pensées, l'impact émotionnel, la mécanique en elle-même. Maintenant, il y a des ennemis quand même. On va les citer. Les ennemis, c'est l'inflammation et le stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous avez une voiture et que vous roulez avec le frein à main qui est serré en permanence, votre voiture va avoir de l'inflammation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va chauffer, ça va sentir mauvais, ça ne va pas avancer et ça va vous coûter un maximum d'argent en carburant. Parce qu'elle va consommer énormément. Donc l'inflammation, c'est tout simplement le signe qu'il y a une usure prématurée qui est en train de s'installer, il y a une surchauffe du système. On peut avoir une inflammation localisée sur une articulation, puisque quand l'arthrose s'installe, c'est-à-dire que la synoviale se met à s'activer pour fabriquer de l'eau, ça chauffe, ça crée une inflammation, c'est ça qui fait mal. On peut avoir une inflammation de tout le système, c'est-à-dire que c'est tout le métabolisme qui fonctionne en surchauffe. Ça, c'est parce que c'est comme quand on a une cheminée à la maison qui charbonne, qui tire mal, qui gère mal son oxygène et qui dégage pas de chaleur, mais qui dégage beaucoup de fumée. En fait, notre métabolisme peut être amené à faire des choses comme ça. C'est ce que nous, on appelle l'inflammation du corps. Okay. Donc l'inflammation, elle peut être d'origine externe, suite à un traumatisme, ou d'origine interne. Je vous ai expliqué une surchauffe parce qu'il y a un déséquilibre. L'inflammation chronique, alors ça, j'aimerais bien que vous gardiez ça dans le coin de votre tête, parce que le taux d'inflammation est totalement proportionnel à ce qu'on appelle l'espérance de vie. Moins on a de l'inflammation dans le corps, plus on vit âgé et dans de bonnes conditions. Parce que l'inflammation chronique des tissus, c'est le responsable du vieillissement prématuré. L'inflammation chronique, c'est ce qui est à l'origine de certains phénomènes de maladies dégénératives comme le cancer, de l'arthrite, des maladies type Alzheimer. On retrouve des facteurs d'inflammation.
Les maladies neurologiques, enfin bon, toutes les maladies auto-immunes, on va voir ça tout à l'heure. Ok? C'est pour ça qu'on conseille de prendre des produits comme du curcuma tous les jours. Hein, parce que, en fait, la vertu du curcuma, quand il est pris à bonne dose, il faut vraiment en prendre, permet de limiter cette inflammation du corps. En gélule ou sous forme de poudre? Si vous aimez le curcuma au point d'en prendre tous les jours des quantités importantes dans votre alimentation, vous pouvez le mettre dans votre alimentation. Moi, je préfère en gélule parce que c'est plus facile à gérer. Quoi, hein. Moi, je viens d'en acheter 3 fois 2 par jour de gélules. Ouais, voilà. Hein, mais ça, il faut le garder. C'est pas une cure de 3 semaines. Quoi. C'est vraiment un travail de fond sur l'organisme. Hein. Tout ce qui va être anti-inflammatoire. Il y a plein de plantes anti-inflammatoires qui permettent une... Parce qu'on dit je prends des anti-inflammatoires parce que j'ai mal au genou. Mais non, c'est l'inflammation de tout le corps qu'il faut prendre en considération. Et on va voir que la plus grosse source d'inflammation chronique, c'est nos intestins. C'est vraiment eux qui sont en permanence pourris par l'inflammation. Alors il y a un autre ennemi qu'on appelle le stress oxydatif. Quelqu'un a entendu parler du stress oxydatif? Non. Ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut garder dans le coin de la tête. Les radicaux libres, vous en avez entendu parler? Hein? On vous a dit, si vous allez vous exposer au soleil et que vous ne mettez pas le filtre solaire et la crème machin, vous serez exposé aux radicaux libres et vous ferez un vieillissement de votre peau. Alors après, il y en a d'autres qui vous disent, mais si vous laissez votre Wi-Fi allumé pendant la nuit, etc., les ondes Wi-Fi font que votre corps génère des radicaux libres et que ci et que ça. Il y a tout un tas de trucs sur les radicaux libres. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? On va faire simple. Voilà, c'est une molécule où alors, il y a un centre, un noyau. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur la dernière couche ionique, il y a les empilements d'électrons, sur la dernière couche, il y a un petit électron tout seul qui se promène. Donc c'est un truc qui est vachement instable. Et dès que ça rencontre une cellule, le petit électron là, c'est comme une petite main. Et hop, il s'accroche. Et alors il s'accroche à la paroi de la cellule et il fait exploser la cellule. Il la fait mourir. Donc les radicaux libres viennent accélérer le vieillissement parce qu'en fait, ils viennent tuer les cellules de notre organisme. Alors vous allez me dire, ouais, mais le corps, il est là pour en faire d'autres. Ouais, mais ça n'empêche que ça, c'est pas tout à fait normal. Je vais juste faire un aparté avec les chirurgies. Quand vous allez pour vous faire opérer, on va faire un garrot, c'est-à-dire qu'on va couper la circulation du sang à l'endroit où on a besoin de trifouiller, pour pas évidemment que ça saigne, etc. Et après, donc on recoue, on ferme et on libère le garrot et la circulation du sang se refait dans le membre. Et bien, en fait, au moment où on libère le sang et qu'il peut repartir comme ça dans le membre, il y a une très forte libération de radicaux libres dans le corps. Et s'il n'y avait pas ça, votre temps de convalescence, il serait divisé par 3. C'est en fait au moment où on est obligé de revasculariser le corps que le corps se retrouve envahi de ces espèces de machins qui viennent en fait péjorer le champ opératoire. Ce qui veut dire que plus on va aller chercher à éviter les radicaux libres, mieux c'est. Mais ça donne des personnes qui deviennent totalement obsédées. Et on ne peut pas être obsédé contre la vie, parce que les radicaux libres, c'est des éléments qui sont sur notre planète, c'est la vie aussi. Il faut savoir composer avec. Donc en fait, c'est des gens qui se protègent de tout. Alors ils mangent plus ci, ils mangent plus ça, effectivement, ils vivent sans GSM, sans Wi-Fi, sans rien, complètement fermés, etc. Et ça va apporter d'autres problèmes. Pas celui-là, soit, mais d'autres problèmes. Moi, je pense
que, voilà, c'est mon choix, hein, on est exposé à des pollutions, on est exposé à des toxiques, donc qui sont générateurs de radicaux libres. Les rayons du soleil, ils sont super importants pour plein de choses, entre autres la vitamine D. Oui, ils apportent des radicaux libres. Donc c'est à moi, si je veux aider mon corps, de penser à lui donner des outils pour se prémunir contre les radicaux libres. Et alors les prédateurs des radicaux libres, ce sont les oligo-éléments. Donc si on veut se prémunir de ça, des radicaux libres, on va aller chercher des oligo-éléments. Alors c'est pareil, on est en permanence en contact avec les radicaux libres, et donc il va falloir en permanence aller chercher des oligo-éléments. Les oligo-éléments, la structure la plus naturelle qui soit, et qui en est bourrée, et qui sont totalement assimilables par l'organisme, contrairement aux oligo-éléments synthétiques, c'est l'eau de mer. C'est un médecin, avant la Première Guerre mondiale, qui a découvert ça. Il y a beaucoup de travaux qui ont été publiés. C'est Quinton. L'eau de Quinton. Ça, je vous conseille l'eau de Quinton. Alors, soit sous forme de cure. Par exemple, là, au printemps, ça va être intéressant avec les premiers rayons de soleil, etc. Vous pouvez aussi le prendre à l'année, il n'y a pas de problème. En isotonique ou hypertonique. Hypertonique, c'est quand on a besoin d'un coup de fouet, hein, par exemple pour lutter contre un rhume, les maladies hivernales, etc. Mais pour se protéger contre les radicaux libres, on peut prendre donc de l'eau de Quinton, c'est des ampoules d'eau de mer filtrée, microfiltration à froid, hein, donc il n'y a aucune altération, et vous prenez une ampoule tous les matins. Bon, c'est un peu salé, c'est de l'eau de mer, hein, comme si vous buviez la tasse. Voilà, et là vous avez déjà une bonne dose d'oligo-éléments qui sont parfaitement dosés par rapport à votre plasma sanguin. Hein, puisque Quinton a fait l'expérience, il adorait son chien, mais malgré tout il l'a utilisé, il l'a vidé de son sang et il a remplacé son sang par de l'eau de Quinton. Et le chien, il a refabriqué du sang, il n'est pas mort, il a vécu très bien, il a refabriqué du sang, un sang de bien meilleure qualité, réoxygéné, vitalisé, hein, une fois que ça a pris 3 semaines. Hein. Mais donc, voilà, il y a autant d'oligo-éléments, il y a d'éléments nutritifs dans l'eau de mer que dans notre sang. Plasma sanguin. Plasma, hein, pas tout le sang. Ok ? Et alors, en fait, ça, les radicaux libres, c'est ce qui fait, quelque part, oxyder, rouiller notre corps. Hein, d'accord ? Parce que ici, on pourrait mettre oxygène. Et c'est la rouille du corps, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a des produits qui sont antioxydants. Donc, gardez-vous, en plus d'oligo-éléments, d'antioxydants. Ok ? Alors, il y a des produits qui existent tout près, qui sont fabriqués par les laboratoires, qui sont pleins d'antioxydants. Maintenant, moi, ce que j'aime comme antioxydants, parce que c'en est vraiment bourré, c'est les baies de goji. Goji, les baies, c'est des baies, c'est des petites baies rouges. Baies de goji. Hein. Les baies de, je ne sais jamais si ça prend un ou pas. Aronia. A-R-O-N-I-A. Des petites baies noires. Les mûres blanches. Voilà. Ça, c'est des petites baies qui sont bourrées d'antioxydants. Mais alors, il y a aussi les betteraves rouges. Peut-être que la betterave rouge est antioxydante. Je ne sais pas, je ne la pratique pas. Je sais qu'elle est intéressante dans les jus. Aussi, hein, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas que ça. Ça, c'est ceux où il y en a un taux assez élevé, ce qui fait que si le matin vous avalez ça, c'est mieux qu'en comprimé, c'est plus gai, quoi. Et c'est pas mauvais. Les baies de goji, moi je conseille de les faire tremper la veille quand même, hein, pour qu'elles se remplument un peu. Et c'est beaucoup plus facile pour vos intestins après à dégrader.
Et Argonia, c'est aussi des baies, pardon. Oui, tout ça, c'est des baies. Pour les goji, il faut prendre combien par jour? C'est toujours une cuillère, on cuillère à soupe, une cuillère à... Je sais pas, moi je prends dans le thé, je mets dans le thé. Ouais, Ça va, c'est bien. une trentaine de grammes par jour. C'est déjà beaucoup. Trente. Ouais, voilà. Mais après, il y a d'autres choses. Hein. Il y a les antioxydants dans la peau du raisin, par exemple, si vous mangez du raisin, des choses comme ça. Tous les Des tanins. raisins pas traités. Ouais, bien sûr, ça vous peut trouver. C'est un problème. Parce qu'en fait, les radicaux libres, c'est pareil, hein, ils attaquent vraiment tout le système. Hein, donc, il y a eu à peu près 2000 études internationales qui ont été faites sur le sujet. Hein. Sur Internet, vous pouvez aller voir le stress oxydatif chez les gens qui en parlent. Bon, il y a des gens qui le nient, hein, évidemment, comme pour tout. Puis, il y a des gens qui en ont fait leur travail et qui travaillent à longueur de journée sur le stress oxydatif. À vous de faire votre choix. Beaucoup de dégénérescences maculaires et dégénérescences de la rétine sont incriminées au phénomène de stress oxydatif. Les ischémies du myocarde, infarctus, etc. Hein, on retrouve beaucoup d'attaques radicalaires dans ces cas-là. Le vieillissement de la peau, on en a parlé. Les insuffisances rénales, les néphrites aussi. Arthrite rhumatoïde, hein, on retrouve les maladies dont vous parliez, les polyarthrites, etc. Il y a un phénomène de stress oxydatif associé, etc., etc. Donc on retrouve vraiment si vous voulez aider votre corps, aidez-le à lutter contre les radicaux libres. Hein, c'est intéressant. Ok ? Alors ensuite, l'encrassement du corps. Hein, j'avais un petit peu abordé. Le corps, quand il est trop sale et qu'il n'arrive pas à se nettoyer, eh ben, il va stocker ses déchets dans les chaînes musculaires, hein, dans le tissu conjonctif, qui est aussi à la surface de la peau. Et le tissu conjonctif, il enveloppe aussi tous vos viscères. Chaque organe a une petite couche de tissu conjonctif autour de lui. Alors, je vous ai fait un tableau, je suis désolée, c'est écrit vraiment tout petit, mais je ne pouvais pas faire mieux. Donc, je vais vous le dire. Hein. Donc, en fait, on a du surmenage intellectuel, mais des fois, c'est pas parce qu'on est actif dans un bureau, hein, c'est parce qu'on a des pensées qui nous... Hein, on a notre petit mental qui turlupine comme ça en permanence. Ça crée un surmenage, qu'on appelle intellectuel. Il y a des stress, hein, différents stress. L'alimentation carencée ou trop industrialisée. Et la sédentarité. Hein, donc, c'est les 4 facteurs importants d'encrassement du corps. Ces 4 facteurs importants nous permettent, d'une part, de produire un travail, quel qu'il soit, hein, que ce soit dans une entreprise, pour soi-même, mais aussi pour faire son jardin, faire ses courses. On produit un travail. Et de l'autre côté, on produit des déchets. Ces déchets, en fait, s'il y a peu de déchets, ils sont normalement éliminés par le métabolisme primaire, hein, qui a été mis en place, à condition que 2 fois par an, on nettoie les filtres. Hein, vous avez tous des lave-vaisselle, vous avez tous de temps en temps, vous nettoyez le filtre de votre lave-vaisselle, mais vous oubliez de nettoyer le filtre de votre corps. Donc si vous voulez aider votre corps, nettoyez les filtres, nettoyez vos reins, nettoyez votre foie, nettoyez vos intestins, nettoyez votre peau, nettoyez vos poumons. Alors soit en utilisant des plantes, hein, pour la peau, on peut utiliser des plantes comme la bardane, etc. Mais on peut aussi faire frotter sa peau avec une brosse sèche tous les matins. Ça va activer la lymphe, hein, et donc ça va augmenter l'élimination des toxines de la peau. On peut aussi sauter sur un trampoline. Le fait de sauter sur un trampoline, ça va activer... Hein, il y a tout qui va bouger, hein, les reins vont bouger, les foies vont bouger, etc. Et on s'est aperçu que ce travail-là favorisait le nettoyage par la lymphe du corps. Alors, quand il y a des déchets de petite taille, des tout petits déchets, mais en très très grande quantité, eh ben, en fait, ces déchets vont être éliminés lentement lors d'un métabolisme secondaire qui va vous coûter cher en énergie. Hein, donc ça va vous plomber un peu vos journées, cette affaire-là. Okay, mais bon, voilà, vous arriverez quand même à éliminer.
C'est aussi pour ça que quand on a une hygiène de vie, quand on a une hygiène de vie assez saine, et puis que d'un seul coup, pendant une semaine, on va quelque part, et puis qu'on a une hygiène de vie un peu moins saine, on sent qu'on a un coup de barre, on sent qu'il y a un petit coup de fatigue. Parce que le corps, il a des nouveaux déchets qui ne sont pas habituels à gérer. Et puis, on peut avoir des déchets de plus grosse taille, en quantité importante, et ça, le métabolisme n'arrive pas à les éliminer. Donc, il y a une partie qui va quand même être éliminée par les cheveux, par les ongles, par les poils. C'est comme ça que quand on vous prend une mèche de cheveux, alors moi il y a de la longueur, donc on peut remonter quelques années en arrière, mais en fait on prend une mèche de cheveux et on analyse et on voit si la personne a consommé du cannabis ou a consommé de la drogue, etc. C'est parce que ces produits, qui sont des substances avec des déchets assez gros, sont éliminés par les phanères. Ça permet pas mal de tests. Donc, quand il y a des gros déchets, mais que c'est vraiment apporté régulièrement et qu'il y en a beaucoup, ils sont stockés, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont enquistés dans les tissus. Et ils envahissent nos différents organes. C'est comme ça qu'on sait dire aussi que certains kystes, il y a des personnes qui disent « j'ai des kystes qui poussent à droite à gauche ». Souvent, c'est des phénomènes de toxicité. C'est le corps qui a des déchets et qui ne sait plus quoi en faire. Et il essaye d'éliminer tous les eczémas sointements, etc. C'est le corps qui essaye d'éliminer les toxines le plus possible. Et alors, ils envahissent les différents organes. Et donc, en fait, plus le corps il a encaissé des déchets, plus il y a une augmentation du taux de radicaux libres dans le corps. C'est-à-dire qu'en encrassant son corps, alors c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des personnes qui disent « oui, mais moi je ne veux pas avoir des ondes Wi-Fi chez moi, etc. » même si elles ont les ondes des voisins, mais elles vont manger n'importe quoi. Donc elles auront sûrement plus de radicaux libres dans ces cas-là. Ce qui va entraîner ce qu'on a vu, la destruction cellulaire, le vieillissement prématuré. Et alors, ces déchets vont aussi créer une destruction de la flore intestinale, ce qui va libérer des toxiques. Il faut savoir que si votre flore intestinale, si vos intestins ne sont pas tip-top au poil, ils fabriquent eux-mêmes des déchets, ils fabriquent eux-mêmes des éléments toxiques qui viennent vous empoisonner. C'est vraiment de l'empoisonnement, c'est pas juste... voilà. Donc, dans tout ce que je vous ai dit, on parle d'alimentation saine, on parle d'étirement, on parle de choses comme ça. À aucun moment, ça a été pour la forme. À aucun moment, ça a été pour des problèmes de poids ou pour des problèmes de silhouette ou des choses comme ça. C'est vraiment pour de la mécanique. Et je ne vous ai même pas parlé de longévité, d'éviter des maladies, etc. C'est vraiment pour le fonctionnement correct de maintenant. Donc, l'encrassement, c'est la cause numéro 1 de beaucoup de douleurs. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la dysbiose. Quelqu'un connaît la dysbiose intestinale? Non. Ça ne vous dit rien? Ok. Alors, c'est pour ça que je veux l'aborder. La dysbiose intestinale, c'est un mécanisme pathologique qui est en lien avec l'encrassement du corps. Disons que c'est la version concrète, où on en voit les symptômes de l'encrassement du corps. Et la dysbiose est le pire ennemi de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la dysbiose touche les intestins. Ce qui veut dire que si vos intestins ne fonctionnent pas correctement, il y a en permanence une inflammation dans votre ventre. Votre diaphragme ne peut pas gérer correctement ses appuis sur les viscères. Et donc, il ne peut pas remplir son travail de gestion des émotions ou de gestion de votre environnement physique. On commence à entendre dire que le ventre, c'est le deuxième cerveau, etc. Mais voilà, c'est aussi l'outil le plus important pour tenir debout, vivre, en fait, tout simplement. Juste une petite question. Pourquoi le diaphragme ne peut pas se poser s'il y a inflammation? Parce que l'inflammation, c'est chaud, c'est gonflé, c'est douloureux. Et donc, de ce fait-là, il ne va pas y avoir d'appui possible parce que, vous savez, quand vous êtes ballonné, que vous avez mal au ventre, vous n'êtes pas bien, vous avez vraiment des mouvements pas... Vous avez juste envie, c'est d'ouvrir, c'est même de vous asseoir, c'est qu'il n'y ait pas d'appui dessus, quoi.
Hein, c'est ça. Ok. Mais on doit fonctionner avec ça. La dysbiose, en fait, pour faire simple, c'est la paroi de l'intestin. Hein, il y a les cellules. La paroi d'un intestin, c'est des cellules schématisées, hein, voilà, qui sont collées ici comme ça, les unes aux autres. Voilà. Et ça fait... Alors, il y a en face ici, comme ça. Voilà. Ce qui fait que ici, il y a l'intérieur du corps. Hein, donc avec le sang. Voilà, ça c'est l'intérieur du corps. Hein. Ici aussi, c'est l'intérieur du corps. Et à l'intérieur, et ici, là, dans cette partie, c'est les aliments qui sont là. D'accord ? Et alors, pourquoi il y a des vides ici entre les cellules? C'est qu'il faut que les aliments ici puissent être absorbés, donc passer à travers la paroi pour pouvoir aller dans le sang et nourrir l'organisme. Tout ça qu'on mange, hein, pour que on puisse assimiler. La dysbiose, en fait, c'est qu'au lieu que les cellules soient touche à touche comme ça, elles s'écartent. Et donc, en fait, là, c'est normé, cet espace ici, il est normé pour qu'il n'y ait que certains facteurs qui traversent. Mais quand on a une perméabilité intestinale, ou une dysbiose, c'est la même chose, étant donné qu'ici, ça s'est écarté, et peut passer tout un tas de trucs qui n'auraient jamais dû passer. Et tous ces trucs qui n'auraient jamais dû passer sont reconnus par le système immunitaire comme étant des corps étrangers. Et donc votre système immunitaire, il va se mettre en guerre, il va s'échauffer, il va s'activer et il va devenir proéminent. Et c'est comme ça qu'apparaissent les maladies auto-immunes. D'accord ? Et on n'en est pas encore là parce qu'il n'y a pas eu assez d'études, hein. Mais on en prend le chemin à l'heure actuelle, que la plupart, quasiment toutes les maladies auto-immunes, entre autres les polyarthrites, etc., trouvent leur origine dans les dysbioses intestinales. Donc c'est pas un petit truc, hein. C'est vraiment un gros truc. Pardon, mais c'est réversible et sans traitement, ça part. La dysbiose, c'est donc l'articulation inflammée d'une... les polyarthrites, c'est ce que je dis, c'est ce à quoi on arrive en ce moment dans les études. Si on libère l'inflammation et le système d'immunité qui est complètement parti dans tous les sens, si on arrive à calmer ça, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de polyarthrite. Mais en ne faisant rien, le corps le fait soi-même en tant que deuxième étape de... Ouais, d'accord, mais ça peut prendre du temps. Il y a des techniques, comme corriger la dysbiose, qui sont beaucoup plus rapides. Je veux bien. Pour soulager le corps tout Mais de il suite. ne faut pas oublier non plus qu'effectivement le corps peut tout faire soi-même, sans intervention. C'est ce que je dis depuis le début, en fait. Ouais. Mais le problème, c'est que des fois, on est arrivé à un stade où il y a une urgence. Et il faut quand même le faire. Et puis, c'est aussi s'aimer soi que de pouvoir céder. Donc, c'est toujours intéressant et satisfaisant pour l'esprit quand on peut se dire, ce que je fais là, c'est pour m'aider moi parce que je m'aime. Ça ouvre aussi beaucoup, beaucoup d'autres chemins. Plutôt que de se dire, non, je vais laisser le corps faire son job. Je ne fais pas d'ingérence, ok, mais je laisse faire son job. Ça crée quand même une séparation. Oui, mais ce n'est pas sans faire de l'ingérence, dans le sens, mais allopathique, sans allopathie. Oui, ça, je comprends bien. Ouais. Parce que les médecins, ils disent toujours qu'il n'y a rien à faire avec l'arthrite, là, avec la polyarthrite. Ouais, Hein. J'ai une cousine, hein, elle était chez plusieurs médecins, rien à faire. Elle a des douleurs extrêmes. Hein. Ouais. Elle pourrait se guérir soi-même. Ah, elle peut s'améliorer largement, ouais, bien sûr. S'améliorer, oui. Ouais. Ouais. Mhm. Mais ça demande une discipline. Oui. C'est tout. Le problème, c'est qu'est-ce que vous avez envie de prendre en charge et qu'est-ce que vous laissez à votre corps prendre en charge. Mhm. Ouais. On ne peut pas dire, ok,
je m'en occupe pas, je veux pas savoir, j'ai pas envie de faire l'effort, et je râle d'avoir mal. Il y a un moment donné où, voilà, on doit se prendre en main. Oui, parce qu'elle croit que la médecine va tout faire. Elle prend du morphium et tout ça, mais ça ne tient. Non, ça augmente ça en va plus pas. la dysbiose. Ouais, ça Voilà. va pas. Mais moi, je peux juste apporter un nouveau point de vue. Après, la personne, elle capte ou pas. Oui, c'est ça, ouais. Parce que Moi, on voilà. parle de beaucoup, elle dit c'est. Ouais, c'est une prise de conscience, quelque Oui, part. oui, je dirais, oui. Et ça, c'est difficile, hein. Oui, oui. Et si vous êtes là et que vous avez accepté de passer un samedi matin entier à m'écouter, etc., c'est que vous avez vraiment envie de comprendre, que ça ait du sens. Et je sais que derrière, vous allez sûrement mettre en place des choses pour vous aider un peu plus. Voilà. Parce que sinon, vous n'auriez pas fait l'effort. Et c'est ce que je dis aussi à mes patients, c'est qu'il y a un moment donné où c'est bien gentil de venir me voir, de me voir. Mais de toute façon, je n'ai pas un planning non plus, je ne vais pas bosser 24 heures sur 24. Quoi. Et il y a un moment donné où il faut sortir de l'aspect passif. Moi, je suis là pour juste donner une impulsion, pour donner un sens, pour essayer de dire, voilà, bon là, c'était vraiment, vous étiez un peu en train de suffoquer, on va faire... Mais si derrière, vous ne faites pas attention à votre dysbiose, donc à votre alimentation, si derrière vous vous étirez pas, si derrière vous restez sur des pensées où vous êtes nul, vous vous en sortirez jamais, ça marchera pas, la vie est méchante, etc., je pourrais pas vous aider. Hein. Ça, c'est vrai. Moi, je peux juste éventuellement, pour vous aider, essayer de l'appliquer pour moi dans ma vie, pour vous montrer que même à 50 ans, on peut être en pleine forme, avoir de l'énergie, etc. Vous donner envie de suivre l'exemple, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. Et pour votre amie, c'est... Voilà. Si elle n'a pas de déclic, elle peut passer sa vie à côté de sa vie. C'est difficile. Hein. Voilà. J'ai une question peut-être rien à voir avec tout ça. Ça a aussi un impact sur la ménopause, tout ça. Dans quel sens ? Je sais pas, parce que souvent on arrive à la ménopause, on n'est pas bien, on a mal partout, les chaleurs. Donc si on fait quand même attention à son corps, comme... Ça va changer beaucoup de choses. Donc souvent les effets... Ok. Alors la dysbiose, en fait, il y a un premier stade. Hein, c'est une maladie évolutive. La phase 1, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, on a... Alors, que je vous explique. Le côlon droit, c'est celui qui monte. Côlon transverse, côlon descendant. Ok ? Donc, quand je dis côlon descendant gauche, c'est celui qui descend. D'accord ? Hein, c'est le côlon, donc c'est le gros intestin. Ok ? C'est la fin. Là, en fait, on va avoir une élévation de vitamine B9, du taux de vitamine B9. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bactéries de putréfaction. Hein, le pH est tel dans cette partie-là du côlon que se passe des putréfactions. Ça pourrit. Et ça, c'est normal. Hein. Mais s'il y a un dérèglement, il y a trop de bactéries de putréfaction et on va avoir une élévation du taux de vitamine B9. Hein. Côlon descendant gauche. Côlon ascendant droit, donc c'est le copain ici qui remonte. Là, c'est là que se passent les fermentations. Donc ici, ça fermente, ici, ça putréfie. Et les bactéries de fermentation, quand il y a un déséquilibre, il va y avoir une chute de la vitamine B12 et une chute du cortisol, qui est une hormone. Alors la vitamine B12, c'est une vitamine, on dit, ouais, vous n'en avez pas assez parce que vous ne mangez pas de viande, vous êtes végétarien, vous êtes végétalien, vous êtes machin. Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'il y a trop de bactéries de fermentation. Donc des fois, on peut manger de la viande et avoir un taux de B12 bas. Alors c'est important d'avoir une bonne B12. Ok ? Donc ça, c'est la phase 1, on ne sent pas grand-chose. Il y a juste ça qui pourrait nous faire... Après, on va dans le leaky gut syndrome, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le syndrome du côlon irritable. Hein, quand vous commencez à croire que votre côlon ne marche pas. Pourquoi ? Parce que vous commencez à avoir des ballonnements, des crampes, une alternance de diarrhée et de constipation. Et parfois, il peut y avoir un reflux gastrique aussi, hein, donc de l'acidité qui remonte, mais là, causée par une bactérie. Donc ça, on le sait parce qu'on fait un prélèvement, hein, vous vous plaignez d'acidité, on fait un prélèvement, on voit qu'il y a une bactérie. Quand c'est purement mécanique, il n'y a pas de bactérie.
Dans 10% des cas, il n'y a encore aucun signe à ce stade-là. Mais les crampes, les ballonnements, les alternances diarrhée-constipation, regardez autour de vous le nombre de gens qui souffrent de ça. C'est la maladie du siècle. Et comme les intestins, ils sont dans le péritoine, et que le péritoine, il est intimement collé à la colonne vertébrale, dès qu'il y a de l'inflammation dans les viscères et dans le ventre et dans les intestins, il y a de l'inflammation dans le dos. Donc on sait que 60 à 70% des douleurs de dos trouvent une origine viscérale. Ça, les ostéopathes le travaillent beaucoup aussi. Ok, après on passe en phase 3. En phase 3, donc tout ça, ça s'est bien amplifié. Et donc on va avoir une libération des cytokines. Bon voilà, c'est une sorte de globule blanc. Au niveau de la paroi intestinale. Et ça, en fait, on voit apparaître, à cause de ça, de la fatigue. Les gens qui sont vraiment fatigués, qui se réveillent le matin, ils ont bien dormi, ils ont dormi 8 heures, mais ils sont encore fatigués le matin, il y a de la fatigue. Et alors, il y a aussi, il y a plus qu'une fatigue, il peut y avoir carrément plus envie d'en foutre une, quoi. C'est vraiment, on peut y avoir au niveau psychologique un début de dépression qui pourrait être étiqueté comme un début de dépression. Mais en fait, c'est pas de la dépression, c'est vraiment, on est plombé. Il peut y avoir des prises de poids, c'est-à-dire qu'on fait attention à son alimentation, etc. Mais malgré tout, on sent qu'on prend du poids et on a une fragilité à ça. On peut voir apparaître des problèmes cutanés, des pertes de cheveux. Des gens qui disent ouais, je perds plus mes cheveux, etc. Ça, je l'ai dit, mal-être, dépression. Ça, c'est une histoire de résistance des récepteurs cérébraux aux cytokines. Bon, voilà. Il peut y avoir des douleurs diffuses qui commencent à apparaître. Un coup, j'ai un peu mal dans la fesse, un coup, j'ai un peu mal dans le dos, un coup, j'ai un peu mal dans le genou, un coup, j'ai mal là. Voilà. Et alors, on va commencer à voir apparaître des blocages des différents récepteurs cellulaires. C'est-à-dire que votre cellule, la peau de la cellule, elle a une paroi. Et sur la paroi, il y a des récepteurs aux différentes hormones. Et ces récepteurs peuvent être complètement chantés par les cytokines. Ce qui veut dire qu'en fait, l'insuline, les oestrogènes, la testostérone, donc on parlait des oestrogènes par exemple au moment de la phase de ménopause, il y a un dérèglement hormonal qui se met en place. Mais si les cellules du corps ont leurs récepteurs qui sont déjà un peu bouchés, la ménopause ne va pas se passer dans de meilleures conditions. Et en plus, on va avoir un sentiment de mal-être, une dépression, des problèmes de poids. Donc c'est pour ça que j'attendais un peu pour répondre. Souvent, la ménopause arrive à un âge où on a déjà accumulé des problèmes digestifs, donc on arrive sur des phases 3 ou des phases 4 au niveau d'une dysbiose. Ça va avoir cette fragilité au niveau des parois cellulaires, des récepteurs. Et en fait, le stade 3 de la dysbiose peut correspondre aux symptômes de la ménopause et de la préménopause. On met sur le dos de la ménopause énormément de problèmes, qui ne sont pas des problèmes de ménopause au passage. Donc, moi, avant de commencer à me poser la question de savoir si c'est des syndromes de ménopause, je préfère me demander si ce n'est pas une phase 3 de dysbiose. Et je suis impressionnée de voir le nombre de personnes qui... moi, je vois des gens qui viennent me voir parce qu'ils souffrent. Donc, en fait, j'ai un œil sur une population souffrante. Les gens qui sont en pleine forme, etc. Les jeunes ne viennent pas me voir. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je m'aperçois que la plupart des gens qui viennent me voir ont des problèmes de dysbiose. À tel point que j'ai l'impression de me répéter. Des fois, je suis obligée de prendre un peu du recul et de me dire, mais attends, c'est toi qui deviens complètement obsédé ou non, quand je retourne dans ma vie privée et que je regarde autour de moi, il n'y a pas ce facteur-là. Donc, il y a vraiment une association entre dysbiose et douleur et inconfort corporel. Alors, en fait, la phase 1, 2, 3 entraîne l'ouverture des gaps, c'est-à-dire l'ouverture entre les cellules, en fait. La perméabilité. Donc, en fait, au fur et à mesure, on arrive à l'hyperméabilité. Fin de phase 3, on a une belle perméabilité. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais. Il y a certaines substances qui sont très mal absorbées et il y a d'autres substances qui sont absorbées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Voilà le principe de la dysbiose. Alors en phase 4,
là, on a en fait l'apparition des phénomènes d'hyperallergie. Là, c'est vraiment la fonction immunitaire qui est totalement débordée. Hein, tellement c'est passé alors que ça ne devrait pas passer. Hein, donc, on a des gens qui commencent à faire des allergies. Ils sont allergiques au pollen alors qu'ils ne l'ont jamais été de leur vie, quoi. Et ils ont 60 ans. Ils deviennent allergiques à certains aliments, ils deviennent allergiques comme ça. Mais en fait, ça ne leur est pas tombé dessus comme ça. C'est une évolution de dysbiose. Et alors, on va avoir donc l'apparition très fréquente de maladies auto-immunes, hein, donc thyroïdite, polyarthrite, sclérose en plaques, lupus, vitiligo, diabète de type 1, etc., etc. Juste pour info, la molécule du gluten, la gliadine en fait, quand elle traverse ici la paroi, parce que là elle peut traverser la paroi, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à des composés de la thyroïde. Ce qui fait que quand le système immunitaire commence à s'affoler un peu, il repère ces molécules de gliadine comme étant des ennemis. Alors c'est très bien, hein, bon, ça vous fatigue, etc. Ça crée une inflammation chronique en vous, c'est pas grave. Ça c'est gérable. Mais par contre, en fait, il y a des réactions immunitaires au niveau de la thyroïde, c'est-à-dire que votre thyroïde s'auto-bouffe. Hein, puisqu'en fait, le système immunitaire prend pour de la gliadine des parties de votre thyroïde. Donc on peut avoir des hypothyroïdies qui apparaissent sur une phase 4 d'une dysbiose. Ok ? Alors on retrouve des lymphomes. La fibromyalgie aussi, hein, est largement améliorée quand on corrige une dysbiose. Et les syndromes de fatigue chronique, je vous ai expliqué pourquoi. Alors les causes de la dysbiose, alors l'hypothyroïdie va créer un ralentissement du péristaltisme intestinal. Hein, c'est-à-dire que quand on est en hypothyroïdie et que cette hypothyroïdie n'est pas régulée correctement, hein, dans les documents que je vous enverrai par mail, vous verrez, hein, il y a un médecin qui est spécialisé sur les problèmes de thyroïde, il va vous démonter un peu le système au niveau des dosages et des apports en hormones. Hein, je vous invite à regarder ça, c'est assez intéressant. Donc ralentissement du fonctionnement des intestins, donc fatalement, hein, les problèmes intestinaux vont plus facilement s'installer là. Et si en plus on a cette digestion de la thyroïde, on va faire... c'est une boucle vicieuse. Les intolérances, allergies, sensibilités alimentaires vont augmenter l'inflammation chronique. Entre autres le gluten. Alors, souvent on me dit oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le gluten et le lactose, c'est une mode. Okay. Alors, ce que je réponds déjà en premier, c'est que pour dire ça, il ne faut pas vraiment connaître le sujet, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de s'alimenter sans gluten et sans lactose. Donc, si c'était juste une mode, je pense que ça ne durerait pas depuis si longtemps. Okay. Les gens qui ont arrêté le gluten... Je pense que, je viens de lire que le gluten dans les plantes et donc pour le pain, il était moins, mais avec les nouvelles sortes, c'est ça, les nouvelles farines, ça augmentait. C'est ça, c'est les nouvelles farines, tout à fait. Je suis d'accord. Et les gens qui ont arrêté le gluten et qui ont arrêté le lactose, souvent c'est parce qu'ils ont pris conscience de la dysbiose qu'ils étaient en train de subir. Ils ont tellement retrouvé de l'énergie, ils ont tellement retrouvé du confort de vie, ils ont tellement retrouvé du bonheur à être dans un corps qui fonctionne, qu'il faut vraiment les bousculer pour qu'ils fassent un écart. Quand on a pris conscience, c'est-à-dire que, alors il y a plusieurs moyens pour prendre conscience, mais les analyses de sang, hein, pour savoir si on est intolérant au gluten, etc., ça ne marche pas. Il y a la biopsie, on peut faire une biopsie, hein, c'est-à-dire qu'on vient vous prendre des cellules de paroi en fait, et on vient voir comment cette cellule de paroi réagit au gluten. Voilà, à mon avis c'est un peu contraignant. Et la troisième voie, que la voie que je conseille de faire un arrêt du gluten
stricte et totale. Pendant au moins 2-3 mois. C'est quoi 3 mois dans une vie? C'est rien. Ça demande un peu de volonté et ça demande de savoir dire non. Donc c'est très bien, ça forge le caractère. Ça veut dire qu'il faut savoir dire non. Hein. Souvent, voilà, on a du mal à s'engager. Hein, donc voilà. On fait ça pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, ça sera très net si votre système se sent mieux ou pas. Si votre système se sent mieux, bah, vous n'êtes pas maso, hein, vous allez continuer à arrêter le gluten. Si ça n'a fait strictement aucune différence, c'est-à-dire que vous n'avez pas moins de gonflement, ça veut dire que vous n'avez pas une sensation de légèreté dans le ventre, vous n'avez pas le sentiment d'avoir un peu plus d'énergie, si ça n'a rien fait, rien du tout, vous avez les mêmes douleurs, bah, dans ces cas-là, vous reprenez le gluten, il n'y a pas de problème pour vous. D'accord? En faisant attention, comme disait François, de privilégier le plus possible des farines qui ne sont pas trafiquées, etc., des pains traditionnels faits à la main, etc., avec des boulangers qui sont... Ouais, c'est sûr, on ne trouve pas. On trouve encore, je crois que c'est dans le nord du Luxembourg, ou près de la Belgique, là, je crois qu'il y a encore un moulin où on peut amener sa farine, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Il y a aussi d'autres farines Oui, bien sûr. Bah ça, qui ne sont pas dans ce cas-là. Oui, oui, la farine de châtaigne, farine de riz, farine de sarrasin, enfin, il y a de quoi faire. Ok. L'alcool augmente la dysbiose. Hein. Et les inhibiteurs de pompe à protons, c'est-à-dire tous les antiacides pour votre estomac, ça, c'est direct dysbiose. Mais j'ai pas compris. Les antiacides qu'on vous donne, vous savez, quand vous avez de l'acidité dans l'estomac. C'est des radis, c'est tout bête. Comment? Les radis. Ça ne coupe pas la production d'acide. C'est pas un inhibiteur. C'est vraiment les inhibiteurs de la pompe à protons, hein, les IPP. Donc oméprazole, etc. Je connais pas. Non. En Luxembourg, je sais pas ce qu'il y a comme produit qui porte ce nom-là. Moi, j'ai rien besoin. Le natron qu'on prend aussi pour ceux qui ont des remontées. C'est ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est un générateur de dysbiose. Alors, les antibiotiques, hein, quand ça perturbe énormément. Hein. Et alors, les édulcorants. Stevia compris. Voilà, donc ça, on en a parlé. Hein. Gluten, lactose et caséine. C'est les 3 plus connus. Donc la caséine, c'est les fromages. C'est la protéine du lait. Le lactose, c'est le sucre du lait. Voilà, vous voyez, c'est ce que je mets. 100% de la population a une sensibilité au gluten à cause des farines modernes. Moi, je l'ai totalement sorti de mon alimentation. C'est pour ça que je vous propose des biscuits sans gluten. Ça va faire plus de 2 ans maintenant. Ça a radicalement changé ma vie. Il n'y a pas photo. Et si je pars une semaine en vacances avec mon gamin, puis que je vais un peu trop au resto, que je fais pas gaffe, etc., voilà, j'ai 15 jours avec des douleurs derrière. Et un inconfort. Après, le lactose, bon, peut y avoir un phénomène d'allergie plus prononcé. Le lactose, moi, je ne l'ai pas arrêté pour des histoires de dysbiose ou pour protéger mes intestins, en fait. Surtout qu'il existe des enzymes que vous pouvez acheter en parapharmacie ou en pharmacie avec de la lactase dedans pour vous aider. Hein. Ça, moi, j'ai arrêté le lait pour une autre raison. J'ai arrêté le lait de vache pour les problèmes de facteurs de croissance. Hein, parce que le lait de la vache, en fait, je ne connais pas exactement, mais un veau, ça doit peser quoi, 400-450 kg à la naissance, c'est ça? Et ça doit arriver à combien quand c'est petit? Vous ne savez pas? Voilà. Mais en un an, ça doit doubler ou tripler de volume, quoi. C'est impressionnant. Et donc, il y a des facteurs de croissance dans le lait, et c'est normal, hein, pour que le petit pousse.
Et ces facteurs de croissance, en fait, quand on les boit, en fait, c'est comme des perturbateurs endocriniens, etc. Attendez, je termine. Et alors, on s'est aperçu, par exemple, chez les femmes qui ont des cancers du sein, on va leur donner des antifacteurs de croissance. Alors, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose là. Et donc, on a après été faire plus de recherches, etc. Il y a le professeur Henri Joyeux, qui est un cancérologue que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup écrit sur les laitages et le cancer. Et en fait, si on regarde les populations asiatiques, par exemple, où il n'y a quasiment pas de cancer du sein, surtout dans avant qu'il y ait une ouverture à une alimentation plus occidentale, il y avait chez les femmes qui se nourrissaient de manière traditionnelle, il n'y avait pas du tout de cancer du sein. Et en fait, le lait ne fait absolument pas partie de leur alimentation. Et là, on commence, il y a eu pas mal d'émissions sur le beurre. Le beurre est devenu la grosse mascotte maintenant. Tout le monde, au Japon, partout, tout le monde s'arrache le beurre. Et on commence à voir des phénomènes justement avec cette modification de l'alimentation. On commence à avoir une augmentation des cancers du sein dans ces populations. Donc moi, ça a été... Voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, ça a été ma raison d'arrêter les produits laitiers. Ça a été les facteurs de croissance. Sachant que dans le fromage, ils sont un petit peu dilués, je dirais, parce que le fromage a été travaillé, etc. Mais je garde ça un peu comme une fête, mais pas comme une alimentation de base. Voilà. Vous voulez me dire ? Mais le problème avec le lait et les facteurs de croissance, c'est que les petits des vaches sont enlevés à la mer, dans la prairie, sur la... C'est pour ça qu'on a le lait. Il va y avoir quelque chose en plus. Ah ouais, mais il y a après... je ne rentre pas dans le détail, mais il y a énormément d'informations dans du lait de vache. Il y a toute la souffrance animale qui est dans le lait de vache. Donc voilà, c'est... Maintenant, si on... Voilà, là, j'ai un peu flirté avec l'énergétique. J'ai essayé de rester dans le physique et le vivant, voilà. Maintenant, on peut parler de la médecine informationnelle. Il y a énormément d'informations. Il y a des informations qui sont stockées tout au long de notre vie, et ces informations sont stockées dans la nourriture, et ces informations sont stockées dans les mots qu'on utilise, dans l'énergie qu'on a. Enfin, je veux dire, voilà, je peux vous garder la semaine, si vous voulez, c'est pas un problème. Okay, mais oui, ça existe, bien sûr. Voilà, alors ça c'est... Voilà. Ça, ce sera le document que je vais vous envoyer par mail en ce qui concerne les carences. Retenez qu'à l'heure actuelle, et c'est écrit dedans, la supplémentation est devenue quasiment nécessaire. Parce que dans notre alimentation, malheureusement, il n'y a plus assez d'aliments, de nutriments en quantité correcte. Par exemple, une pomme contenait avant 400 mg de vitamine C. Aujourd'hui, elle n'en a plus que 4. Okay. Voilà. Donc la supplémentation, à mon sens, on a vu des supplémentations antioxydantes, etc. Mais donnez à votre corps des vitamines, donnez à votre corps la vitamine D. Sur les normes, les analyses de sang, les normes, on vous dit « Oh, vous avez 30-35 de vitamine D, c'est super !» Ça, c'est bien pour que vos os soient bien corrects. Sauf que si on veut que la vitamine D serve vraiment à la prévention contre les cancers, etc., il faut monter son taux à 65. Mais on vous dira toujours sur votre analyse de sang « Oh, vous avez 30-35, c'est bien !» Non, c'est rien. La vraie prévention à partir d'une vitamine D, c'est 60-65. Tout ça, vous l'avez là. Ok. Voilà. Alors ça, c'est... Bon, ça, c'est parce que je suis un peu provocatrice. Il y a eu une étude avec 500 000 Américains qui sont décédés en 2015 suite à la prise de médicaments. Donc, il y a plus ou moins 275 000 personnes qui sont décédées à cause d'un mauvais dosage ou d'une utilisation trop fréquente de ce qui avait été prescrit comme médicament. Il y a plus ou moins 40 000 personnes, donc en 2015, qui sont décédées par les stricts effets secondaires des médicaments.
Il y a environ 50 000 personnes qui sont décédées juste à cause des antidouleurs. On dit ouais, c'est un antidouleur, c'est pas... Les sédatifs, donc pour dormir, et les antidépresseurs arrivent en 5e et 6e position. Voilà, je vous donne une petite idée. Et donc, il est noté qu'aucun décès lié à la prise d'un supplément nutritionnel, tel qu'un complément de magnésium, de zinc ou de fer, un acide aminé, un extrait d'échinacée, de ginkgo biloba ou de valériane. Choisissez votre camp. Moi, j'ai bien fait un AVC à cause des anti-inflammatoires. Oui. Ok. Et c'était marqué tout petit dans les... Ah ouais, c'est tout. On peut le mettre en gros. Hein. J'ai vu ça après. Hein. Alors, bon, il y a des personnes qui sont évidemment plus à risque que d'autres. Hein, donc, quand on est déjà malade ou qu'on prend déjà des médicaments, on a intérêt à supplémenter. Les personnes âgées, évidemment. Les personnes qui ont une alimentation spécifique, comme les véganes, etc., vont avoir peut-être besoin de certains suppléments. Les personnes qui s'exposent très peu au soleil, dans nos régions, de toute façon, vous pouvez même vous exposer au soleil. Si vous ne vous supplémentez pas en vitamine D, vous serez en dessous du... ok. Juste une idée pour la carence du magnésium. Le taux officiellement reconnu, c'est 450 dans les analyses de sang. Pour que ça fonctionne bien et que tout ça n'existe pas, il faut plutôt monter à 800-850. Donc le magnésium, il ne faut pas hésiter. On le retrouve, carence en magnésium, dans les migraines, l'ostéoporose, les troubles du sommeil, les crampes, l'augmentation du risque d'infarctus et d'AVC, douleurs musculaires, troubles du rythme cardiaque, hypothyroïdie, constipation, voilà. On le retrouve dans plein de trucs. Ok ? La carence en neuromédiateurs. Ça, j'aimerais juste que vous puissiez comprendre que en fonction des aliments qu'on va donner à son corps, on va avoir des réactions qui sont des réactions aussi psychologiques. Alors, l'exemple le plus... Bon, j'ai mis dossier annexe, tout est dedans, mais je veux quand même noter, on va rester sur les protéines du matin. Si vous voulez aider votre corps de façon concrète, commencez par manger des protéines le matin. Pourquoi ? Parce que la protéine du matin, elle va se dégrader dans votre estomac en tryptophane. C'est un acide aminé. Okay ? Le tryptophane, au cours de la journée, il va être pris en charge par l'albumine. Et l'albumine va acheminer le tryptophane au cerveau. Et le temps qu'il fasse ça, vous allez manger votre petit-déj le matin et le tryptophane va arriver au cerveau vers 17h, 16h, 17h. Justement, le moment où bien souvent on a un coup de pompe, on a envie de manger du sucre, on commence à regarder l'heure, on est pesé, on est plombé. Beaucoup de gens ont des petites crises de dépression passagère à cette heure-là. Alors, elles ont tendance à aller grignoter des trucs, à aller picorer, voilà. Bon. Pour éviter ça, en fait, on prend les protéines le matin, comme ça, à 17h, l'albumine libère le tryptophane dans notre cerveau, ce qui nous permet d'éviter cette espèce de dépression, cette espèce d'appel au sucre. Ça nous permet de garder la patate Et alors, si le corps a un rythme de fonctionnement, et j'en parle pas aujourd'hui, j'ai fini, sinon je vous tiens encore trop, mais on sait que l'activité physique est idéale pour le corps à partir de entre 17h, 17h30, 18h, 18h30, ou alors tôt le matin, mais pour autre chose. D'accord ? Mais l'activité... Ça fait 5 à 7 alors. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, en fait, on a le tryptophane qui arrive, qui fait qu'on se sent bien au niveau de notre cerveau, on n'a pas envie de grignoter. Et en plus, si on fait un petit peu d'activité physique à ce moment-là, on n'a pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport, mais faire un peu d'activité physique à ce moment-là, on remonte le taux de sérotonine, on remonte un peu tout ça. Et donc, ça permet vraiment de se sentir bien et d'éviter ces phénomènes dépressifs.
et ces problèmes de boulimie et de tendance à avoir le mental qui commence... Là, fin de journée, là, c'est le moment où votre mental il commence à partir en vrille et à refaire la vie, mais pas dans le bon sens. Quoi. Ok. Voilà, j'ai fini. J'ai une question. Ouais. Pour la flore qui est dans les intestins, il y a des sportifs qui, en prenant celle d'un autre sportif dans la pour le même sport, et ils améliorent alors leur sportivité dans le même sport. Et il y a ça s'appelle TMF, transplantation de microbiote fécal. Est-ce que vous en avez parlé J'en ai entendu parler, mais j'ai pas expérimenté et deux, j'ai pas creusé